Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire dédié à la digitalisation du parcours commercial. Je vais faire monter avec moi sur scène Mathilde Pondevie, qui est l'instigatrice de cet événement et qui est le sponsor de la communauté Stratégie Digitale. Euh, Bonjour. Bonjour Mathilde. Moi, je suis Marina Mendoza, je suis facilitatrice de la communauté stratégie digitale chez ADN West et aussi chargée de l'animation du réseau et de la communication. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Je vous donne juste quelques petites indications techniques que vous devez déjà connaître par cœur, mais c'est toujours bien de répéter. Déjà, installez-vous confortablement. Évitez les distractions. N'ouvrez pas 15 onglets en même temps que le nôtre pour essayer de rester bien concentré. N'hésitez pas à partager vos questions par écrit pour qu'on puisse y répondre. Et à la fin, on vous partagera un lien vers un petit questionnaire pour que vous puissiez nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé de notre événement. Par rapport aux questions, vous pouvez voir qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez échanger avec les autres participants, mais il y a aussi une partie qui s'appelle Q&A dans laquelle vous pouvez poser vos questions et si les questions vous paraissent pertinentes, vous pouvez aussi voter pour ces questions pour les faire remonter et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Juste un petit mot sur ADN West. La plupart d'entre vous, si vous êtes ici, vous avez déjà dû en entendre parler, mais c'est ouvert à tout le monde cet événement ce soir. C'est un événement qui est organisé donc par l'association ADN West, le plus grand réseau des professionnels du numérique de l'Ouest, avec près de 600 structures adhérentes et qui recouvre un territoire assez vaste puisqu'il y a le Pays de la Loire et la Bretagne. Je laisse maintenant la parole à Mathilde pour vous en dire un petit peu plus. Oui, bonsoir. Donc, moi, je voulais vous parler effectivement de la partie des communautés parce que vous avez dû en entendre parler, mais c'est toujours intéressant de faire un petit rappel. On est là ensemble ce soir pour la communauté stratégie digitale, mais sachez qu'il y a d'autres communautés, que ça peut vous intéresser vous ou vos collègues, donc n'hésitez pas à leur en parler. Il y a une communauté data qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, mais on a aussi une communauté cybersécurité, infra et services. Il y a une communauté dédiée au métier de la santé. Et la petite dernière qui a été créée il y a pas très longtemps sur le numérique responsable. Globalement, chaque communauté est un peu tout le temps sur le même système, c'est-à-dire qu'on a un sponsor, un pilote et puis des animateurs contributeurs. Donc, sur la partie stratégie digitale, il y a une centaine, 120 personnes peut-être maintenant, et on a décidé de la découper en fait en 5 channels. Il y a la partie stratégie et pilotage, la partie expérience client, culture d'entreprise, la productivité avec des outils digitaux et la partie business. Donc aujourd'hui, si on se voit dans le cadre de cette partie business-là, avec 2 retours d'expérience. Tu peux, voilà. Et donc, les 2 animateurs qui nous ont, qui ont préparé, qui m'ont aidé aussi, qui nous ont aidé à préparer cet événement-là, sont Anne Buteau de Switcho, Antoine Pousse d'Ipon Technologies, qui sont venus du coup avec leurs clients respectifs, Julien Dagorno d'Intratone et Fabien François d'O2 Services. Donc, je vais leur laisser la parole tout à l'heure. Juste avant, je voulais les remercier effectivement d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté cette invitation, de faire ce retour d'expérience parce qu'effectivement, dans les communautés, la richesse, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir produire, ces retours d'expérience et du coup, on est là aussi ce soir pour ça. Le déroulé de la soirée, on va essayer de respecter le timing. On va avoir une présentation du contexte et du marché, de la transformation du commerce par Anne Buteau qui vient ce soir avec 2 casquettes et donc elle est chargée de mission lab au DCF. Donc elle va nous introduire le sujet avant donc les témoignages de Julien et de Fabien ce soir. On aura un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à préparer dès maintenant vos questions. On essaiera d'allouer du temps en fait à ça et puis surtout de faire en sorte qu'on vous apporte bien les réponses. Même s'il y en a un peu plus, je pense qu'on pourra vous les fournir après l'événement.
Et puis, un temps de networking qui nous est cher chez ADN West. Alors, on ne peut pas se rencontrer actuellement, mais voilà, on va prendre le temps. Vous avez vu, on a choisi une plateforme un petit peu différente, Remo, qui va nous permettre de se retrouver en table et d'échanger en petite table virtuelle de 5-6 personnes. Donc, il y aura deux fois 10 minutes de networking. On pourra changer de table. Ça vous permettra d'échanger, de rencontrer des gens qui sont présents ici ce soir avec nous. Et puis, on prolongera certainement jusqu'à 20h pour ceux qui souhaitent un petit peu rester connectés avec nous. Voilà, donc je vais passer la parole à Anne qui a dû me rejoindre. Tout à fait. Anne est arrivée sur scène. Je vais donc lui laisser la place et disparaître de vos écrans. Et je lui laisse également la main sur son partage d'écran pour qu'elle puisse présenter sa partie. Bien, bonsoir à tous. Merci pour l'introduction et puis merci de nous avoir invités à prendre la parole aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, la transformation du commerce. Aujourd'hui, je vais vous faire d'abord une petite introduction puisque j'ai 2 casquettes, comme le disait Mathilde tout à l'heure. Je suis à la fois CEO de Switcho, donc qui est une société basée à Nantes et qui développe et commercialise une solution SaaS qui a pour but de donner de la performance aux équipes commerciales grâce au contenu. Donc, les contenus qu'on va rendre intelligents et qu'on va pouvoir mettre à disposition des équipes commerciales. Mais au-delà de cette casquette de CEO, je suis également chargée de mission au sein des DCF Lab, donc des dirigeants commerciaux de France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants, c'est le réseau de la fonction commerciale en France. Nous sommes 75 associations réparties partout sur le territoire avec 2500 adhérents et on a fêté cette année nos 90 ans. Donc un mouvement qui est aussi en pleine transformation comme l'est notre métier. Donc juste 10 minutes, un quart d'heure sur ce point-là pour que vous ayez quelques éléments de contexte. Tout d'abord, la transformation commerciale, quand on a commencé à digitaliser, alors encore plus, beaucoup en B2C au début et puis maintenant aussi en B2B, on s'est posé la question et c'est ressorti dans nos études sur la disparition ou la renaissance de la fonction commerciale. Je voulais juste vous partager quelques points saillants de ce que l'on a vécu dans les dernières décennies. D'abord, c'est qu'on vient d'une vente transactionnelle. C'était dans les années 80. La vente transactionnelle, c'est que l'acte d'achat, en fait, il était une vision très court terme de la fonction commerciale avec peu de place à la fidélisation, mais on voulait vendre. En 90, on est passé plutôt sur un mouvement qui est autour de la vente relationnelle. Là, l'aspect de la fidélisation est rentré fortement en considération dans des cycles de vente qui se sont un peu allongés parce qu'on a vécu la vente, on a regardé la vente sous un format plus long terme pour privilégier au détriment en fait des ventes peut-être plus court terme et qui étaient plus immédiates. Donc, l'objectif, c'était de remettre la fidélisation et de venir au fur et à mesure sur des cycles qui commençaient aussi à se rallonger, mais en se disant que c'était aussi important de conclure de suite que de fidéliser sur du long terme. Et puis, dans les années 2000, là, en fait, évidemment, on a, en fait, à force de maturité sur l'écosystème digital, on a vécu la vente multicanale. Et là, aujourd'hui, cette vente multicanale, elle s'est concrétisée par différents leviers. D'une part, tout ce qui est lié à la connaissance client. Aujourd'hui, les clients vont se renseigner seuls, grâce au web évidemment, par le social selling, donc tout ce qu'on va faire par les réseaux sociaux pour finalement toucher directement en tant que vendeur un client, mais le client du coup va aussi pouvoir nous interpeller. Et puis par tous les outils de collaboration qui font que, en fait, aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur un système uniquement client-vendeur, mais on est bien sur de la co-création pour créer l'offre adaptée. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est les prochaines étapes? Une fois qu'on s'est dit ça, on voit bien qu'il y a de la complexité, qu'aujourd'hui, l'information, c'est plus seulement le commercial qui la détient parce qu'il est face à son client, elle est beaucoup plus large. Et ce que je partage avec vous, c'est 3 grands éléments avec un niveau d'impact qui est différent selon l'offre que l'on a à vendre. Ce qui ressort des études que l'on mène au sein des DCF, c'est que d'une part, bien sûr, la transformation elle impacte la vente et donc les métiers. Très fortement, dans un contexte qui est celui-ci, c'est si les offres sont simples et connues, si c'est du réachat par exemple, et que l'information est facilement accessible, alors la vente de ces produits a très fort impact sur la fonction commerciale puisque le rôle du commercial s'efface au profit d'un parcours d'achat qui est finalement full web. Et quand on regarde les études, en fait, 93% des clients B2B achètent directement en ligne quand ils savent tout de suite précisément ce qu'ils veulent. Le deuxième point sur cette fonction commerciale, c'est finalement si j'ai une offre qui est finalement assez facile, enfin sur laquelle je pouvais trouver une information assez facilement, mais sur laquelle il y a une forte valeur ajoutée, il y a des coûts produits qui sont importants.
Alors, ça va avoir un fort impact parce qu'en fait, beaucoup du parcours va se passer en ligne. On sait que le client, en fait, quand il va rencontrer un commercial, il connaît déjà à peu près 2/3 de ce que va faire le produit, quel qu'il soit, ou le service. Et ce que nous montrent les études, c'est que 60% des acheteurs B2B ont déjà pris leur décision finalement avant d'avoir vu un commercial. Donc, on voit bien que ça impacte le rôle du commercial, qu'en amont, en fait, finalement, le client s'est déjà renseigné, il est averti, et que le commercial, du coup, il va être vraiment là sur l'accompagnement, sur le closing, et que l'importance de catalyser, grâce au digital, toute son expertise, elle est primordiale. Parce qu'en fait, la décision, elle s'est prise pour plus de la moitié avant même ce premier contact. Donc ça, c'est un impact, et c'est un fort impact, c'est que le commerce se déporte vers une partie dématérialisée où finalement la posture d'expertise, elle est très importante. Et elle est très importante de l'ordre de l'entreprise, et c'est le marketing qui le porte, mais aussi de l'ordre du commercial, pour que le vendeur ait bien sa place dans le ton et dans les propos qu'il va tenir. Le troisième axe, enfin, c'est sur les ventes complexes. Là, la transformation est totale, c'est-à-dire que le rôle s'inverse. On est bien sur un rôle totalement centré sur le B2B, sur le commercial, puisque en vente complexe, en fait, l'information est plus difficilement accessible, d'une part. Ce sont des offres qui sont plus complexes à comprendre, à appréhender. Et d'autre part, généralement, les besoins sont très personnels. C'est-à-dire qu'on va rentrer sur des solutions qu'on appelle sur mesure. Dans ces cas-là, finalement, le rôle sur la fonction commerciale, en tant que perte de contrôle, on va dire, sur l'ensemble du cycle, il est modéré. Parce qu'en fait, l'ensemble de l'interaction, elle est centrée sur lui, sur ce rôle de conseiller, qui est capable de comprendre ce que veut le client, de le reformuler, de définir des caractéristiques, des solutions et des bénéfices en fonction d'une problématique qu'il va plus ou moins formuler. Et là, du coup, on a un fort impact de la transformation. Et d'autant plus, on le voit, 91% des clients, ils souhaitent un contact commercial pour des prestations de services complémentaires. Et c'est là, on en parlera, et O2 en parlera également. Ce contact commercial-là, il est extrêmement important. Intratone fera également un retour d'expérience sur ce sujet juste après. On voit bien que le rôle du commerce dans ces deux produits qui sont complexes, eh bien, il est central. Et globalement, il y a une nouvelle tendance, un signal faible que l'on voit émerger. C'est qu'en fait, aujourd'hui, même si on voit qu'il y a bien des découpages par produit, il y a un élément clé qui sort de la chaire que l'on a avec le M-Ion sur la prospective de la fonction commerciale. C'est qu'en fait, le rôle du vendeur, il devient vraiment conseiller. On le sait, on le dit, on commence à voir les chiffres émerger. C'est que finalement, aujourd'hui, de plus en plus, les clients trouvent que la valeur des interactions avec le vendeur est plus forte, elle augmente plus fortement que quand ils vont chercher eux-mêmes l'information de leurs produits seuls sur Internet ou par leur propre réseau. Donc, ça montre qu'on est en train aujourd'hui de vivre un nouveau changement. C'est encore une fois un signal faible qui est en train d'amorcer. C'est que on est bien en train de repositionner le commercial sur du conseil, sur de l'expertise. Et c'est là où, en fait, on va avoir vraiment une carte à jouer. C'est comment on facilite ces éléments-là sur des choses qui sont peut-être un peu plus complexes, où le client ne peut pas aller seul. Et c'est sur ce point-là que le digital va avoir un fort impact. Une autre vision pour vous alimenter, je vous ai fait là une partie plus liée à l'offre de produits, finalement, la posture d'entreprise. Mais il y a un autre impact, c'est sur le parcours commercial et donc les nouvelles compétences. On parle des hard skills, des soft skills. Ce que l'on voit, c'est que le avant, pendant, après le rendez-vous commercial, en fait, la transformation digitale nécessite d'acquérir de nouvelles compétences, la maîtrise du CRM, la maîtrise du prévisionnel des ventes, tout ce qui a trait au lead, à la qualification des leads. Aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'outils. On l'a vu par exemple là dans le confinement puisqu'il a fallu passer en vidéo et que ça a été vraiment un accélérateur de la transformation digitale sous un angle très simple qui était la visio par exemple. Mais on voit bien qu'aujourd'hui pour faire de la vente, en fait, il y a différents outils qui interviennent à différents moments du cycle et que ça, il faut pouvoir avoir ces compétences pour en tirer vraiment le bénéfice dans la transformation commerciale. Et il y a un autre point qui est de l'ordre de la compétence, enfin des soft skills, donc des compétences douces. C'est tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle d'une part. Donc, c'est comment je vais ressentir à travers les émotions exactement quelle est l'attente, quelle est la posture du client. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui contrebalance et c'est ce qui fait qu'on a envie aussi de revenir vers du conseil à la vente. C'est qu'il y a cet élément-là qui fait qu'on comprend peut-être plus vite ce que veut un client quand j'ai ses émotions et que je sais les lire. L'intelligence relationnelle qui a cette capacité à entrer en relation. Et enfin, une qui intervient vraiment sur le avant, pendant, après, c'est l'intelligence collaborative.
On a beaucoup dit que le commerce était seul sur le terrain et en front avec son client. Aujourd'hui, on voit bien qu'il intervient pour faire remonter de l'information, pour accélérer des projets. Donc, il a vraiment besoin d'être dans une dimension collaborative à la fois en interne, et on va d'ailleurs beaucoup en parler dans ce webinaire, et en externe. Deux derniers points pour finir. Finalement, ce qu'on apprend, ce qu'on a vraiment comme retour d'expérience de tous les entretiens et études qui ont pu être faites avec les sociétés que l'on a pu interroger au sein des DCF, c'est que la digitalisation, évidemment, c'est un process long et qui est séquentiel. Et en fait, il soulève un dilemme quand on parle de la fonction commerciale, parce qu'on voit bien que le commerce, en fait, finalement, il a été en retard par rapport à d'autres fonctions. Quand on regarde le marketing, par exemple, il a été très fortement, très rapidement impacté par le digital. Le commerce, lui, il a été à la traîne. On a souvent commencé par un CRM, mais globalement, on a été finalement un peu en retard. Eh bien, il y a un élément d'explication qui n'est pas le seul, mais qui est vraiment à prendre en compte sur cette fonction, c'est qu'il y a une vraie nécessité d'apprentissage pour tirer vraiment les pleins bénéfices de ces technologies. On sait que l'utilisation d'un CRM aujourd'hui, relativement faible en fonction d'une entreprise à une autre, mais il y a plein de fonctionnalités qu'on n'utilise pas encore. Mais pourquoi? Parce que le commercial, il est objectivé sur la vente. C'est-à-dire que là, il est vraiment là pour aller vers parce que c'est tout simplement sa rémunération. Donc, en fait, le temps de prendre en main ces outils, de pouvoir les maîtriser, et doit être vraiment, on doit accompagner ce temps-là pour qu'en fait, on ait des projets qui donnent tout le bénéfice, que les technologies donnent tous leurs bénéfices. Donc, un processus séquentiel. Et finalement, les premières clés, et c'est ce qui est ressorti donc d'une dernière étude, c'est qu'il y a 3 aspects. D'une part, la collaboration qui fait que dans l'entreprise, en fait, on arrive à apporter cette transformation. Et ça va être vraiment un sujet des retours d'expérience qu'on va avoir ensemble ce soir. La collaboration, bien sûr, en interne, le marketing avec le commerce, l'UX avec le commerce, la DSI avec le management, DSI avec le commerce. Donc, on voit bien qu'il y a un écosystème parce qu'il faut comprendre les usages pour pouvoir mettre en place les bonnes solutions. Une deuxième point qui est vraiment la formation. Trop de projets, quand on regarde les études et les retours d'expérience qu'on a pu avoir, ne vont pas donner le bon bénéfice parce que tout simplement, il n'y a pas eu un onboarding suffisamment fort pour venir vraiment avoir tous les bénéfices de la transformation qui a été mise en place. Et enfin, l'accompagnement, et ça, c'est dans le mode run, c'est quand je suis en place, c'est le rôle du manager coach. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel et qui est vraiment ressorti également des études, c'est qu'aujourd'hui, le coach managérial, il doit pouvoir accompagner cette mutation pour être sûr que tout ça prenne bien corps au sein de la transformation digitale du parcours commercial. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci pour ce premier point, en tout cas. J'espère que ça vous a intéressé. Puis on va passer, je laisse la main à Mathilde pour le retour d'expérience. Ouais, merci beaucoup, Anne, parce que tu as très, très bien introduit ce sujet. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on peut conclure ou retrouver le fait que le commercial a une place centrale, on le ressent sur l'expertise, en même temps, on ne peut plus faire sans le digital. C'était intéressant de voir aussi qu'effectivement, la partie commerciale, c'est finalement assez tardif au niveau des digitalisations des entreprises et en même temps, c'est central. Donc, ça va être très intéressant d'avoir ces retours d'expérience dans la vraie vie sur 2 entreprises complètement différentes avec des approches de la digitalisation du parcours commercial de manière différente. Donc, effectivement, je vais vous laisser à ce moment-là vous présenter et présenter vos entreprises. Peut-être que je peux passer la main du coup à Antoine. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Antoine Pouche, je suis directeur de l'agence de Nantes Dipont Technologies. Dipont Technologies, nous sommes un cabinet de conseil et d'expertise en technologie et nous travaillons sur l'accélération des projets innovants de nos clients sur 3 grands domaines principaux qui sont le digital, la data et le cloud. Aujourd'hui, l'agence Dipont Technologies à Nantes, c'est 50 personnes et plus de 450 personnes au niveau du groupe avec une présence en France et à l'international. Et du coup, je te donne la parole, Fabien, afin que tu puisses te présenter et présenter le groupe O2 que nous avons accompagné dans la dématérialisation et la digitalisation du parcours commercial. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis chef de projet en fait digital à DSI d'O2. O2, en fait, c'est leader du service à la personne en France. On dispense en fait des prestations de services en ménage-repassage, garde d'enfants, accompagnement senior, jardinage, et puis quelques mois du soutien scolaire. On s'adresse principalement à des particuliers pour des prestations donc, qui ont lieu chez le client. On compte aujourd'hui en fait plus de 360 agences en France et plus de 650 commerciaux.
et avec un réseau qui est détenu en propre et également en fait la moitié du réseau qui est en franchise. Voilà en quelques mots pour présenter O2. Très bien, merci. Et donc, Julien, je vous laisse vous présenter à votre tour. Ouais, merci. Bonsoir à tous. Donc, Julien Dagorneau, moi, je suis en charge du développement des logements collectifs pour la société Cogelec, pour la marque Intraton. Alors, Cogelec, c'est le leader en France du contrôle d'accès Vigic. Je pense que le Vigic, ça parle à peu près à tout le monde. C'est le petit contrôle d'accès qu'il y a en bas des immeubles et qui permet à la Poste de rentrer dans l'ensemble des immeubles à la place de la vieille clé passe PTT. Depuis 2006, Intraton est la marque phare de Cogelec, puisqu'on est dans un déploiement d'interphonie GSM, ce qui intègre en fait la communication du résident et du visiteur à travers un interphone qui ne sonne pas sur un combiné dans le logement, mais sur le téléphone du résident. Voilà un peu pour le portrait de Cogelec. Aujourd'hui, c'est 15 commerciaux terrain qui sont en mode prescription auprès des bureaux d'études, cabinets d'architectes principalement, et puis bailleurs sociaux et syndics de copropriété. Et on a longtemps œuvré au développement de la dématérialisation du combiné téléphonique dans le logement. Donc, c'est pour nous une continuité de la digitalisation commerciale. Parfait. Très bien. Alors, merci à tous les quatre. Ma première question, du coup, ça va être quels étaient en fait vos enjeux au démarrage de votre projet? Alors, je peux passer peut-être, Julien, vous étiez en train de parler, vous pouvez peut-être enchaîner sur cette question-là. Alors, nous, en fait, ça a été une opportunité, ce démarrage de projet, parce que la digitalisation, pour nous, c'était très compliqué sur nos 15 commerciaux. La plupart sont là depuis une dizaine d'années. On a une population plutôt avancée, bien qu'assez jeune, puisqu'ils sont rentrés dans l'entreprise jeunes. Donc, ils sont plutôt autour de la quarantaine, mais des vieux de la vieille dans le sens où ils utilisent toujours un calepin et un crayon en rendez-vous, et passer en mode digital, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, l'opportunité est venue de l'obligation de rester chez soi à cause du Covid. Donc, au moment du confinement, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir continuer une activité avec nos commerciaux, sachant que ça fait partie des indicateurs principaux chez Cogelec. C'est le nombre de rendez-vous, la performance en rendez-vous, le nombre d'affaires remontées et le suivi d'affaires. C'est comme ça qu'on jauge nos équipes. Et sans rendez-vous, ça devenait très compliqué. Donc, la jeunesse chez nous, ça a été vraiment le déclencheur Covid pour passer à la digitalisation du rendez-vous. D'accord, très bien. Donc, c'est assez récent, en fait. C'est très récent, c'est depuis le mois de mars. Très bien. Et vous, Fabien? Côté O2, c'était un besoin en fait qui était exprimé depuis plusieurs années en fait au sein de l'entreprise. Donc une attente forte en tout cas en fait de la part du terrain. Faut savoir qu'aujourd'hui la visite en fait chez O2 en fait le client en fait prend les contacts en fait par internet en fait ou par téléphone avec le service client. Il positionne en fait un rendez-vous en fait avec un chargeur de clientèle et l'une des 360 agences en fait d'O2. Un rendez-vous qu'on appelle visite chez O2. Et c'est un rendez-vous commercial donc, qui a lieu chez le client et qui va permettre de recueillir en fait les besoins et attentes du client. Donc pareil, comme Julien, ça se passait effectivement avec beaucoup de papier. On avait plusieurs formulaires en fait de papier, d'évaluation des besoins. On avait effectivement aussi un devis contrat qui était même sur papier carbone, un document assez massif puisque c'était un document A3. Donc vous imaginez la place que ça prend sur une table en fait chez le client, assez invasif on va dire. Et de retour à l'agence, en fait, le commercial en fait devait tout ressaisir dans le RP en fait O2. Donc il devait à la fois ressaisir les informations du client, mais également le brief de la prestation, donc qu'on appelle fiche de route, et qui reprend tous les besoins en fait exprimés par le client, qui est à destination des intervenants. Donc vraiment un vrai enjeu de digitaliser ce parcours. Avec un objectif d'améliorer l'expérience en fait des commerciaux, mais également celle du client. Donc à la fois donc gagner du temps pour les commerciaux en supprimant justement cette étape de ressaisie en fait et permettre de travailler sur des tâches avec plus de valeur ajoutée, mais également de gagner aussi en performance commerciale. Donc faciliter la vie des commerciaux, leur permettre de mieux vendre, de vendre plus avec un
un accompagnement en les guidant un peu plus, notamment les jeunes recrues, et aussi d'avoir une perception un peu plus moderne en fait de la marque O2, un peu plus haut de gamme en fait pour les clients, mais aussi pour les salariés. Et enfin, et c'est la raison pour laquelle en fait c'est un chef de projet de la DSI qui s'exprime aujourd'hui, c'est qu'il y a un enjeu technique assez fort en fait sur ce projet. Il y a derrière tout ça en fait un enjeu de refonte de l'ERP en fait d'O2, avec la création d'un nouveau système informatique avec une architecture en microservices, donc un challenge en fait en tout cas aussi technique. Et moi j'ai joué effectivement ce rôle de product owner, donc assurer justement la vision en fait produit et avec une dimension technique qui n'est pas négligeable. Donc ce projet du coup s'est mené vraiment en relation avec les métiers et en collaboration avec les métiers. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais, c'est très, très riche, effectivement, cette collaboration et qui est certainement pas toujours facile à traiter. Oui, qui était assez novateur aussi chez O2 en fait. Ouais. Ok. Quelle stratégie du coup vous avez mis en place en fait et vous avez déterminé à l'origine? On a plusieurs étapes. La première étape, c'était un peu la phase de cadrage en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait une demande du terrain qui était forte, un projet appelé tablette en fait, qui était souvent demandé en fait par les commerciaux. Le premier travail, c'était en fait de rencontrer un peu les équipes du terrain pour initier un peu le projet, comprendre un peu leurs besoins, ce qu'ils souhaitaient, leurs attentes. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup d'idées, mais c'était assez difficile de faire un cahier des charges en fait très précis. Et pareil sur la partie technique, en fait, on n'avait pas de conviction forte en fait sur la solution technique à apporter. Et c'est la raison pour laquelle effectivement on a fait appel en fait à Ipon, qui est intervenu et sur cette deuxième phase de projet qui était de définir en fait et concevoir un MVP, donc un minimum viable product, donc qui est un premier périmètre projet qui dégage suffisamment de valeur en fait pour les commerciaux. Donc on a défini en fait ce périmètre avec Ipon. Alors, avec des équipes terrain, donc on a constitué une équipe en fait réduite projet, donc avec des personnes à la fois du siège et également en fait des personnes du terrain, donc à la fois des franchises et des succursales. Et on a travaillé fait autour d'ateliers de ce qu'on appelle design thinking, donc pour définir les principales fonctionnalités. Donc quelque chose de très imagé qui a permis effectivement aux équipes de s'impliquer en fait et de s'exprimer correctement. Et puis en parallèle, pour la dimension technique, plusieurs audits, ateliers techniques aussi pour vraiment définir l'architecture cible en cohérence avec le système informatique d'O2. Et on a mis effectivement dans cette phase-là, on a accentué nos efforts aussi sur la conception ergonomique, qui était en fait important, donc avec différents tests utilisateurs pour valider le parcours. Et on a pu du coup définir un premier périmètre du projet qui était effectivement une application en fait mobile et tablette, concentrée du coup sur un seul cœur de métier d'O2 qui était le ménage repassage, qui est la plus grosse activité en fait d'O2 en termes de chiffre d'affaires. Et cette phase-là a permis effectivement de définir les principales fonctionnalités. Ensuite, on avait effectivement la production, donc là, méthodologie agile en fait avec 3 mois de développement avec 7 sprints en tout. Et la méthode agile en fait du coup nous a bien aidé dans le sens où on a pu effectivement définir, valider en fait les fonctionnalités, les user stories en fait avec les différentes équipes métiers tout au long en fait du parcours, enfin de cette phase de production. Et on a pu vraiment valider en fait que chaque développement était en cohérence avec les besoins exprimés. Et dernière étape, effectivement, c'est non moins importante, c'est effectivement le déploiement et la conduite du changement. On en parlait tout à l'heure. Une phase à pas négliger, c'est de la formation, l'accompagnement en fait qu'on a apporté aux utilisateurs. Donc pour ça, on a fait plusieurs phases pilotes avec des agences. Donc on a d'abord sollicité l'équipe métier qui avait travaillé avec nous précédemment et donc, sur un premier pilote. Et puis après, on a intégré des nouvelles agences en fait derrière. Et puis on a travaillé sur un déploiement national en fait avec leur premier retour pour ajuster, s'assurer que tout allait dans le bon sens. Et en validant aussi pareil la méthode de déploiement, comment on forme les personnes, est-ce que la formation en fait a apporté ses fruits derrière. Et on a aussi veillé à avoir un déploiement sécurisé dans le sens où on a laissé la possibilité en fait aux commerciaux pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'on était sur des périodes en fait commerciales fortes, de choisir entre l'ancien parcours en papier ou l'utilisation de la tablette. En fait, c'était assez libre dans un premier temps.
D'accord, merci pour ce retour. Et du coup, vous, Julien, dans un contexte un peu du coup différent, quelle stratégie vous aviez pu déterminer en amont du projet? Alors, nous, en amont du projet, en fait, c'était le timing qui comptait, puisqu'il fallait être extrêmement réactif. Et, l'objectif était de mettre en place l'ensemble des outils avant le retour des commerciaux. Donc, sur des dates, comme vous le savez, qui étaient un petit peu complexes, puisqu'on ne savait pas jusqu'à quand on allait être confiné, on ne savait pas s'il y allait y avoir des reports ou pas. Donc, il a fallu faire un petit peu avec les communications du gouvernement à ce moment-là. Et donc, on a voulu fonctionner avec une équipe de 2 commerciaux sur les 15 qu'on a sortis de leur chômage partiel pour pouvoir tester un petit peu le système, sachant que nos commerciaux sont équipés, même si je vous disais tout à l'heure qu'ils travaillent sur papier et stylo, ils sont quand même équipés d'iPad qui sont censés utiliser en rendez-vous. Et donc, on avait déjà les supports informatiques. Il nous restait à trouver un moyen d'intégrer l'ensemble des données marketing pour qu'ils puissent effectuer leur rendez-vous en distanciel, parce que on avait aussi un manque de formation sur ce sujet-là. Même si on a accès à des outils comme Teams facilement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour des commerciaux de faire du rendez-vous distanciel ou de faire du mode webinaire. C'est très, très compliqué à intégrer. C'est des gens qui ont besoin d'un vrai relationnel client, d'un vrai contact. Hein, donc, c'était très difficile de leur intégrer ça. Donc, on a pris dans notre panel de commerciaux deux extrêmes pour jauger un petit peu. Et puis, on a commencé à avancer sur le sujet en mettant une partie du marketing dans la boucle, puisqu'il fallait qu'on ait des supports et des supports adaptés, puisque jusque-là, c'était du support papier, hein, c'était de la documentation qu'on avait éventuellement disponible sur le web pour nos clients, mais on avait très peu de documentation avec un déroulé d'entretien. Donc, on a eu un gros travail là-dessus et c'est comme ça qu'on est arrivé vers l'outil Switcho, et avec pour avantage principal d'avoir une personne qui nous a été dédiée pour nous accompagner là-dessus en direct avec le marketing, et puis créer nos supports en fonction de la trame qu'on leur a transmise. Donc ça, c'était une vraie aide nécessaire à ce moment-là. Et puis ensuite, comme je vous disais, il a fallu être très rapide. Donc, on a déployé tout ça en un peu moins de 15 jours. Et nos 2 commerciaux ont commencé à faire du rendez-vous distanciel. Et le retour a été absolument hyper intéressant et très, très positif. Donc, on a sorti nos 16 autres, il y a 18 personnes sur le terrain. On les a tous sortis du chômage partiel et on les a remis en route en route, alors pas sur la route. On les a remis en route avec des formations, avec des échanges entre eux. Donc, ils se faisaient des faux rendez-vous, ils se créaient des entretiens avec un coup je faisais le rôle du client, un coup je faisais le rôle du commercial. Et il y a eu une période d'apprentissage comme ça qui était assez intéressante. Et en l'espace de 3 semaines, un mois après, ils ont tous pris en main l'outil, et ça s'est passé vraiment, vraiment plutôt bien. Mais bon, on en reparlera sur les questions suivantes. L'intérêt pour nous, c'était vraiment d'accélérer la partie nombre de rendez-vous par jour. Et on était vraiment dans cette démarche-là. Et jusque-là, on parce que continue à le faire. Donc, on a tous eu un petit peu à un moment donné pendant cette période de Covid, ce qui est incroyable, c'est que comment mettre des commerciaux en chômage partiel. C'est fou parce qu'on a tous besoin à un moment donné de faire du business, d'avancer, et effectivement, c'est une vraie problématique. Ok. Est-ce que vous aviez tous les deux identifié des vrais risques, des risques finalement de ne pas le faire, ou des risques qui allait complexifier un peu la démarche? Chez nous, le risque principal, c'était l'adhésion du commerce. Après, les risques sont assez limités parce que on a fait ça sur un laps de temps assez court, et les enjeux étaient pas dingues. C'était juste avoir un système de rendez-vous qui soit maintenu, et qu'on puisse justement remettre les commerciaux au centre de notre activité. Donc, on avait cette crainte-là. Après, globalement, on avait quand même l'adhésion de nos deux bêta-testeurs qui ont limité quand même pas mal les risques.
Et puis bon, c'est le Covid était une opportunité pour lancer plein de choses, avec en face de nous des gens qui étaient beaucoup plus à même de comprendre l'échec ou les difficultés, parce que le risque Covid, enfin le Covid devenait un bon prétexte pour faire des erreurs. Donc voilà, ça nous a permis de partir un petit peu à l'aventure et de le faire très, très rapidement sans avoir peur des risques encourus. D'accord. Et vous, Fabien? Comme un Intraton, en fait, on avait un risque, en fait, le principal risque identifié, c'était effectivement le rejet ou la faible adhésion en fait des commerciaux sur ce projet. L'investissement était quand même conséquent, donc c'était assez important qu'on y prête une grande attention. C'est la raison pour laquelle on a travaillé en fait de manière très importante du coup l'ergonomie et tout ce qui est phase de conduite du changement. Et puis par extension du coup le ROI en fait est aussi important, donc il fallait effectivement que cette application en fait soit un gain de temps en fait pour les commerciaux, pour leur permettre de faire en fait des tâches à plus haute valeur ajoutée, et également en fait par extension du coup gagner en fait faire de meilleures visites en fait, et gagner en fait en commerce, en performance. Deuxième risque en fait était plutôt effectivement le manque de disponibilité des équipes terrain. Donc ça va être tout au long du projet en fait, on est sur un projet qui a duré sur plusieurs mois, donc c'était effectivement s'assurer que on puisse en fait solliciter régulièrement en fait les équipes, construire ensemble ce projet. Donc là-dessus en fait c'était plutôt réussi, dans le sens où on a pu en fait vraiment constituer une équipe métier qu'on a pu solliciter régulièrement. Donc c'est-à-dire qu'il y a du temps qui a été dégagé en fait au sein des agences en fait. Sur quelques personnes en fait pour accompagner ce projet, et effectivement on a pu effectivement les solliciter régulièrement, s'appuyer sur eux, s'appuyer sur leurs avis, et de manière plus ponctuelle aussi compter sur d'autres directions pour tout ce qui est contraintes légales de certification, notamment sur les services à la personne. Il y a quand même beaucoup cet aspect-là est assez important. Et puis sur d'autres risques en fait, on a aussi sur les risques techniques aussi. Parce que l'enjeu, on a aujourd'hui un ERP en fait O2 qui est assez complexe, qui est sur d'anciennes technologies. Donc il y avait aussi un risque en fait à ce niveau-là, en fait, de bien intégrer, que tout ça en fait se goupille bien, dialogue bien ensemble, pour pouvoir en fait bien fonctionner. Et dernier point, c'était effectivement le manque d'autonomie. Peut-être on a travaillé équipons en fait main dans la main. Par contre, il y avait une vraie volonté en fait de maîtriser en fait ce qui a été fait. Et c'est pour la raison pour laquelle on a intégré en fait un développeur d'O2 qui a travaillé en fait main dans la main avec Ypon, et qui a travaillé sur le projet en fait comme un développeur en fait de l'équipe. Très bien, merci pour ces retours. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent un peu à arriver. Donc, juste pour rappel, on déroule un peu ce retour d'expérience et c'est terminé dans quelques questions, et j'aborderai les questions par la suite, et du coup, on se laissera une bonne dizaine de minutes pour y répondre. La prochaine question, effectivement, c'était, vous l'avez un petit peu abordé, c'est l'histoire des KPI, du ROI, parce que quand on se lance sur un projet comme ça, chaque comité de direction, à un moment donné, on se dit, bon, ça va être quoi le ROI voilà, je mise et je digitalise et je mets 1 euro, est-ce que ça va me rapporter 1,50 € au bout du compte? Donc, comment vous avez géré ces KPI-là? Qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui? Alors, de notre niveau, les premiers KPI en fait n'ont pas été forcément le ROI en fait directement. On a plutôt en fait regardé en fait d'abord la satisfaction des utilisateurs. S'assurer que quelques semaines après avoir formé les utilisateurs à l'application, on ait de bons retours. Et là, c'était plutôt positif. On avait une note de 4,1 sur 5 par exemple, donc avec des retours intéressants, des premières pistes d'amélioration qu'on a pu identifier et qu'on a pu traiter assez rapidement. On a regardé aussi après très vite le taux d'utilisation. On a 650 effectivement commerciaux, donc il a fallu effectivement s'assurer que le déploiement en fait se faisait dans les bonnes conditions. Et aussi en fait, comme je disais tout à l'heure, on a laissé le choix en fait aux personnes de choisir entre le papier et le digital finalement. Donc dans un premier temps, la posture était volontariste, c'est-à-dire qu'on a laissé en fait le choix aux utilisateurs en fait d'utiliser tel ou tel support. Il n'y a pas eu de communication forte, il n'y a pas eu d'engagement en fait managérial fort. La priorité était vraiment en fait au business en fait, sur la période de lancement. On a lancé en pleine période de rentrée, qui est la période la plus importante chez O2. Donc on voulait absolument pas perturber en fait les commerciaux avec un
un nouveau support, en sachant que c'était comme une vraie révolution, dans le sens où on avait N formulaires papier avec des habitudes en fait assez fortes de prise de notes en fait avec une structure bien définie. Et avec cette application, on a rebattu complètement les cartes et il y avait une vraie transition qui était nécessaire et un vrai changement en fait pour eux. Et du coup, en termes d'utilisation, au bout de 2 mois après le lancement, on avait un petit peu moins de 50% d'utilisation de l'application et qui était déjà, enfin, on va dire, c'est une utilisation qui était naturelle et qu'on considère comme très satisfaisant, dans le sens où on est sur une courbe assez classique pour un produit innovant en fait de ce type. Et aujourd'hui, en fait, on va travailler en fait un plan d'action en fait avec un objectif de passer à 100% digital dans les prochains mois. En répondant notamment aux principaux irritants et en accompagnant en fait davantage en fait cette transition. Donc il y a vraiment une transition digitale. Après, alors là c'est Oui, peut-être aussi mon... Ouais. Bien, si tu me permets, effectivement aussi dans l'évolution, je pense qu'effectivement dans les nouvelles évolutions qui vont rajouter du fonctionnel à au succès de cette application, bah, tu as parlé aussi de potentiellement des nouveaux supports, des nouvelles tablettes et téléphones qui vont être diffusés au sein des agences afin qu'elles soient plus performantes et qui permettent une meilleure utilisabilité pour les commerciaux. Et aussi, ce qui est intéressant de souligner, c'est l'intégration dans les fonctionnalités futures de la signature électronique. Comme ça, du coup, il n'y aura plus de rupture dans le parcours commercial où, au moment de signer le devis, ils pourront le faire également sur la tablette, là où, en ce moment, ils font toute la visite sur la tablette, mais ils doivent signer un contrat qui reste au format papier. Oui, c'est vrai. Dans le MVP, effectivement, dans un premier temps, on avait exclu cette partie de devis contrat dématérialisé. On avait fait, on continuait de le faire en papier. Donc, c'est-à-dire qu'on prenait une partie de la visite se faisait en fait en dématérialisé. Et par contre, la finalisation, le contrat papier, en fait, se faisait enfin, le contrat se faisait toujours en papier. Et ça, c'est les fonctionnalités en fait du coup qu'on avait traitées dans un deuxième lot et qui va, je pense, effectivement aider aussi à l'adhésion en fait de ce nouveau produit. Donc, voilà. Après, effectivement, on a regardé aussi la qualité du produit. Ça, c'est aussi des métriques qu'on regarde. En fait, est-ce que l'application est stable? Est-ce que l'utilisateur, en fait, est-ce qu'il y a des soucis ou pas? Donc ça, on regarde ça avec ce qu'on appelle les tickets de support. Aujourd'hui, en fait, c'était plutôt pareil, encourageant dans le sens où on avait 5% à peu près de support en fait par rapport au nombre de rendez-vous commerciaux. Ça veut dire que quand j'entends support, c'est à la fois des correctifs, mais à la fois aussi de l'assistance aux utilisateurs. Et par expérience, on sait que 5% c'est un taux correct parce que le taux critique, c'est quand on arrive à 10%, en fait, où là on s'aperçoit que c'est compliqué à gérer et que l'application en fait développée est pas suffisamment stable. Donc là, pareil, en termes de qualité, on était plutôt bon. Et puis après, effectivement, les prochains KPI qu'on va regarder, ce sera plutôt des KPI en termes de ROI. Aujourd'hui, en fait, donc c'est-à-dire panier moyen, taux de transformation. Aujourd'hui, en fait, on a quelques tendances qui sont plutôt bonnes et qui sont plutôt à la hausse, mais il est encore trop tôt dans le sens où toutes les agences ne sont pas passées en fait à ce nouvel outil, en fait, ou l'utilisent pas à 100%. Donc des données à suivre. Et puis en termes de KPI qualitatif, en fait, on a l'autonomie d'O2 en fait pour traiter les remontées terrain, pour faire évoluer l'application. Et là-dessus, c'est en gros, on s'aperçoit qu'on a une bonne montée en compétences dans le sens où on est capable aujourd'hui de gérer en autonomie des correctifs ou des évolutions. D'accord, très bien, merci, merci Fabien. Julien et Anne, je crois que vous nous avez préparé un petit retour de vos KPI, vous. Oui, parce que chez nous, ça a été assez curieux. On avait défini des indicateurs et en fait, les indicateurs qui ont été définis au départ, qui sont en fait que le prolongement de ce qu'on fait quotidiennement, c'est-à-dire que c'est un nombre de rendez-vous figé. Le nombre de rendez-vous génère un nombre de remontées de contacts et de remontées d'affaires, et puis ensuite c'est du suivi, et puis c'est un taux de transformation de ces affaires. Et c'est ce qui nous donne un portefeuille et qui nous permet de nous projeter, parce qu'on est dans un marché où on a une inertie à entre 24 mois et 36 mois, donc les actions, elles sont mesurées dans le temps. Et en fait, on s'est aperçu, grâce à l'outil Switcho, grâce à la dématérialisation de ces rendez-vous, qu'il y avait plein de choses à faire, et notamment sur l'engagement du client. C'est-à-dire que en rendez-vous habituellement, quand on fait on a un entretien de vente, bah, on fait une discussion avec le client et on n'a pas forcément son ressenti, on a notre propre ressenti, mais on n'a pas forcément le sien. Et grâce à certains outils qui sont mis en place par Switcho, on a notamment le retour suite au nombre de partages de documents qu'on va envoyer et qui vont être ouverts.
et qui vont nous permettre de déterminer les bonnes pratiques de nos commerciaux et notamment sur les bons contenus aux bonnes personnes en fonction de la typologie de clients qu'on a en face. Et tout ça, ça se gère à travers le reporting et les stats que nous propose l'outil sur lesquels on n'avait jusque-là pas de visibilité. Donc, au départ, quand on a défini les indicateurs, tous ces indicateurs-là, on n'y avait absolument pas pensé. C'est les outils en fait qui sont revenus vers nous pour le démontrer et pour prouver qu'il y avait un vrai intérêt à aller chercher ce genre d'informations. Alors, par rapport à la remarque que vous aviez tout à l'heure, la crainte un petit peu justement de l'adhésion des commerciaux, comment ils le prennent, ça, un peu ces retours-là? Est-ce qu'ils le prennent bien ou est-ce que ça les chahute un petit peu dans leur… C'est une excellente question. En fait, on a une approche un peu particulière chez Cogelec sur la partie managériale. On n'est pas dans un management qui va être un management vertical, on est plutôt à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'accompagnement, dans le coaching. Et j'aime à dire que moi, quand je suis avec les commerciaux sur le terrain, je prends le meilleur d'entre eux pour le donner aux autres. C'est-à-dire que on analyse ensemble les résultats et c'est eux-mêmes qui voient leurs faiblesses à travers les résultats qu'on analyse. Et c'est d'autant plus facile quand c'est digitalisé, donc ils voient ça pour eux comme un vrai développement et une vraie remise en question de leur méthode pour arriver à faire mieux. Parce que, en plus, c'est des commerciaux qui ont un tout petit salaire fixe et des très grandes commissions, donc ils sont plutôt à aller chercher en permanence l'excellence pour essayer d'être de plus en plus performants. Et à travers ces outils-là, ils voient très rapidement leurs défauts, que ce soit sur la typologie de partage, comme je disais tout à l'heure, en fonction du résultat d'ouverture de leurs clients, ou alors carrément du suivi d'entretien. Par rapport au temps qu'ils ont passé sur une slide, par rapport à la consommation inhabituelle de support, type vidéo, qu'ils ne faisaient pas auparavant. Donc voilà, on est sur des nouveaux outils qui les aident à performer, donc ils sont plutôt positifs dans ce sens-là. D'accord, très bien. Et pour compléter du coup ce que dit Julien, effectivement, il l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que sur l'adoption, et c'est pour nous un critère qui est hyper important et qu'on remonte systématiquement à Julien, on a ce devoir de vigilance sur l'utilisation. En tout cas, nous, on fait très attention à ça. Et c'est vrai que 8 mois après, donc on a onboardé très rapidement les équipes parce qu'effectivement, le POC qui était prévu avec 2 champions a finalement été très vite déployé. Et l'objectif pour nous, c'était de vérifier que l'adoption aujourd'hui et encore 8 mois après, en fait, on est bien sur un usage quotidien. Et on est sur un usage quotidien, c'est aussi ce que disait O2, si on apporte la valeur. C'est-à-dire que si on apporte la valeur et le service et que ça aide à performer dans son métier, d'autant plus quand on est commercial et comme dit Julien, à juste titre, encore une fois, on se parle de son salaire, effectivement, on l'utilise. Donc, effectivement, c'est un point qui, pour compléter ce que disait Julien, qui était important dans le lancement du projet. Et puis le deuxième point, et là Julien, je te laisserai reprendre le point, c'est sur cette partie justement des rendez-vous, parce que c'était quand même votre gros enjeu, c'était comment on fait pour avoir une adaptation réussie à un nouveau format de rendez-vous, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, un commercial sur Paris et région parisienne, quand il arrive à faire 3 rendez-vous dans la journée, c'est plutôt pas mal. Entre les déplacements et puis le temps de stationnement, etc. Enfin, c'est déjà pas mal. En province, on était plutôt sur 4 rendez-vous jour et on arrive à performer aujourd'hui à 6 rendez-vous par jour sur de la visio, ce qui est quand même beaucoup plus productif. Et on s'est aperçu post-confinement, et entre confinements, puisque maintenant il y en a encore qui sont confinés, mais que finalement on arrivait à traiter aussi un mix des deux. À dire, je vais faire une matinée de rendez-vous présentiel et une après-midi de rendez-vous vidéo ou une journée complète. Après, c'est eux qui s'organisaient. Mais on a performé en nombre de rendez-vous. Donc, on a performé en nombre de contacts remontés et en nombre d'affaires traitées. Donc, logiquement, notre portefeuille est en train de grossir pour les années qui viennent. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le mesurer là immédiatement, mais dans les semaines et les mois qui viennent, on aura déjà une première mesure de ce qui s'est passé au mois de mars. Et concrètement, c'est aussi très bien perçu par les équipes back-office qui, en général, sont dans le dur quand elles font de la prospection et qui, lorsqu'on est sur du rendez-vous vidéo, ont beaucoup plus de facilité à regrouper les rendez-vous et à glisser un rendez-vous là où elles ne pouvaient pas parce que pour des raisons pratico-pratiques, un commercial ne pouvait pas être au nord de Paris et au sud de Paris dans la même journée, quoi. Est-ce que vous pensez clairement que ça va du coup faire évoluer
finalement, après le confinement, les méthodes de vente, en fait, ou la façon justement de réaliser ces rendez-vous-là? Alors nous, on les a un peu obligés. C'est-à-dire que suite aux résultats qu'on a pu voir, on leur a demandé de fonctionner avec au minimum une journée complète de rendez-vous vidéo, même quand on n'était plus en confinement. Ce qui était un petit peu difficile parce qu'il y a eu un état d'esprit chez les clients qui était j'ai bouffé du rendez-vous vidéo pendant tout mon confinement, sortie de confinement, j'ai envie de voir les gens. Donc C'est c'était ça. pas évident de reprendre du rendez-vous vidéo, mais pour des raisons pratiques, encore une fois, certains étaient quand même contents de le faire. Et puis nous, ça nous a permis de générer beaucoup plus d'entretiens. Et puis on a encore des gens qui sont très craintifs sur le rendez-vous présentiel, donc ça continue à être un poids assez important chez nous. Et c'est vrai que sur cette partie de format, et du coup, c'est ce qui, il y a toute la partie support, qui est très importante, c'est que finalement, à force de tester, d'avoir des datas, vous avez beaucoup itéré, et aujourd'hui, globalement, en amélioration continue, vous êtes à peu près 4 mises à jour des outils commerciaux par mois, ce qui est énorme, dans le commerce aujourd'hui. Ouais, alors on a une petite particularité, c'est que chez Cogelec, le slogan c'est créer pour innover, donc on a en moyenne 1 à 2 offres nouvelles par mois. Donc forcément, ça joue un petit peu sur la refonte des supports, mais globalement, ça nous a quand même rapproché beaucoup entre le commerce et le marketing sur l'idée de concevoir ensemble des supports qui parlent réellement aux clients qu'on a en face. Et je vous parlais en préambule de nos actions qui sont en prescription chez des bureaux d'études, des cabinets d'architectes, des bailleurs sociaux ou des syndics de copropriété. On s'adresse à des clients qui sont complètement différents. Et on ne peut pas aujourd'hui arriver avec une plaquette identique pour tous ces profils-là. Donc, on est venu personnaliser l'ensemble de nos données. Et du coup, on est aujourd'hui beaucoup plus précis dans un déroulé de vente qu'on l'était au moment du démarrage au mois de mars. Donc, pour nous, c'est un vrai succès aussi dans ce sens-là. Et puis, on a aussi énormément de retours positifs des commerciaux qui utilisent aussi l'application en présentiel. Et ça, c'était quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'était quelque chose que je pouvais même pas imaginer que on arrive à faire. Et pourtant, ça nous permet d'avoir le retour client, même en présentiel. Quelques jours après, on sait quel document il a ouvert. Et puis, on a la traçabilité aussi de l'entretien à travers les documents web. Donc, c'était un peu inespéré et c'est aussi un succès pour nous. Ouais, et c'est vrai que cette partie présentielle, et c'est ce que vous disiez sur les formats de documents aussi, c'est que vous avez du coup mis à disposition aussi des nouveaux formats, et ça c'est le digital qui l'a permis. C'est-à-dire que les formats aujourd'hui typiquement vidéo étaient déjà mis en place, c'était pas nouveau chez Intratone, c'était déjà à disposition sur le site internet. Par contre, que ça soit actionnable en commerce, ça a été aussi un changement dans les usages, que quand vous avez analysé, finalement, ça changeait la physionomie des rendez-vous. Ouais, ça a changé la physionomie des rendez-vous, en effet, et ça a permis aux commerciaux d'être assez à l'aise en entretien, même quand ils avaient des difficultés. Je m'explique, un commercial qui est face à un client, s'il a quelque chose qui le déstabilise, peu importe le sujet, quand il est en présentiel direct et qu'il est sur son document commercial, il va mettre assez rapidement fin au rendez-vous et il va ressortir de là avec le sentiment d'échec. On s'est aperçu qu'en réalité, avec la diversité de supports, on a des commerciaux qui, lorsqu'ils se sentent pas très à l'aise, arrivent à mettre en place la vidéo, à pousser leur tablette et à faire, eux, un petit break, souffler un petit peu le temps que le client regarde la vidéo. Même si ça prend 10-15 secondes, ça leur permet de souffler un coup et puis de repartir sur une base beaucoup plus zen et d'aller au bout de leur rendez-vous avec un petit peu plus de sérénité. Sur ça, c'était les points de retour. Peut-être un dernier point sur les parties de partage, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En gros, vous avez découvert aussi les chiffres d'engagement et les pratiques. Enfin, c'est là où tu parlais du coaching. Tu as beaucoup parlé de coaching. En gros, il y a des utilisations qui étaient très différentes d'un commercial à l'autre. Ouais, alors on en sourit beaucoup dans les équipes parce que en effet, quand on voit les taux entre 18% et 62% de partage, on peut se dire que soit il y en a qui ont tout compris et d'autres rien compris, soit c'est nous qui n'arrivons pas à analyser les chiffres parce qu'il y a aussi de ça. Il faut bien imaginer que quand on est dans le coaching, dans le reporting, on est capable de faire dire tout et n'importe quoi à des chiffres. Donc nous, ça nous a permis deux choses. La première, ça nous a permis d'être dans l'échange
davantage avec nos commerciaux sur justement ces chiffres, en disant, ben voilà, tu as un taux de partage de 18%, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu partages pas plus? Et on s'aperçoit qu'en fait, ceux qui partagent le moins sont beaucoup plus précis sur ce qu'ils partagent. Ceux qui partagent le plus envoient plein d'informations et finalement, c'est illisible pour le client. Donc du coup, on arrive à retrouver, voilà, les 18% de partage donnent 12 documents partagés en moyenne contre 3 pour les autres. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus ciblé et donc du coup, ça correspond beaucoup plus à ce que veut le client. Et derrière, on a un retour client qui est beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, on a des repartages de partage parce que du coup, le client, comme il a eu l'information qu'il voulait et qu'il la trouve pertinente, il va aussi la partager au sein de ses propres services et ça, on a la traçabilité. Donc, dans le coaching, c'est extrêmement important et ça nous a changé un petit peu le fonctionnement puisque on arrive aujourd'hui à travailler pendant une demi-journée sur les stats Switcho de nos commerciaux en disant voilà, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton rendez-vous pour passer un peu moins de temps sur cette slide-là, un petit peu plus sur celle-là. Et puis, on est dans de l'animation commerciale qui est beaucoup plus agréable puisqu'on a des résultats probants et puis visuels. En plus, on a la chance d'avoir Adrien chez Switcho qui nous suit très bien et qui nous envoie des courbes, des graphiques, des choses qui sont même… voilà, on a un tableau de bord qui est quand même très lisible. Et pour des commerciaux qui sont à l'ancienne avec leur calepin et leur crayon, c'est un vrai changement d'habitude et c'est assez agréable pour eux. Voilà pour la partie KPI. Merci du coup, Julien. Mathilde, je te laisse la main sur le dernier. Effectivement, une dernière question avant de prendre les questions qui vous sont proposées par les personnes présentes. C'était, est-ce que finalement, les problèmes que vous avez rencontrés, si vous en avez rencontrés, est-ce que c'était ceux que vous aviez déjà prévus, imaginés, et c'était évident et ça c'est voilà, un peu c'est arrivé, ou finalement vous en avez découvert d'autres sur le chemin? Non, honnêtement, pour nous, le passage au commerce digital, c'est une vraie réussite et on n'a pas traversé de difficultés particulières. L'adhésion a été faite assez rapidement. Alors, le contexte a fait que c'était presque obligatoire, donc tant mieux pour nous. Mais c'est vraiment extrêmement positif et ça nous a même rapprochés un petit peu dans les relations humaines entre les différents services chez nous. En termes de communication, pour avoir des supports qui soient mutualisés. Donc, les gens travaillent ensemble en se disant, moi, pendant cet entretien, cette slide-là, j'ai pas su bien l'expliquer. Elle est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ça? Il y a une émulation autour de l'outil qui renforce un petit peu les liens. Et puis, dans cette période de crise, c'était plutôt approprié. Donc, on est assez satisfait de ça. Donc, non, pour nous, aucun problème rencontré et c'est que du positif. Oui, vous pouvez être fier parce qu'effectivement, et on parle parfois de cette difficulté d'échange et de travail entre le marketing, le commercial, de compréhension. Donc, effectivement, dans ce que vous racontez là, on sent que finalement, ça a rapproché les équipes et c'est plus effectivement travailler ensemble. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Ouais, je précise que je n'ai pas payé Julien ce soir. Non, mais je le dis. On ne fait pas de business, on n'était pas là. Il faut qu'on trouve un problème, Julien. Ça ne va pas être non. Le problème, c'est que c'est cher quand même. Julien. Ok. Du coup, Fabien, vous. Alors chez O2 en fait pas de vrai problème en fait identifié puisqu'en fait le projet s'est quand même bien déroulé en fait dans son ensemble et les retours aujourd'hui sont très positifs. Je vais parler plutôt du coup de petites difficultés effectivement qu'on a pu avoir. On s'y attendait en fait à la difficulté technique en fait dans les risques en fait dont on a parlé tout à l'heure et effectivement on a eu quelques problématiques techniques qui ont un peu retardé le projet. Ce qu'il faut retenir en fait de ça, c'est que l'environnement technique, en fait, l'écosystème en fait, ne doit pas être négligé en fait, quitte même à parfois remettre des ressources supplémentaires en fait sur ces sujets-là. La conduite du changement, quelques difficultés parce qu'elle était un peu perturbée en fait. Elle est arrivée en plein confinement, donc on a dû effectivement redéfinir totalement en fait cette phase-là. On avait effectivement en fait conçu en fait prévu en fait des formations en présentiel
parfois même en fait se déplacer en fait sur différentes régions, et on a totalement revu en fait cette phase de formation en la faisant à distance. Finalement, on s'est rendu compte finalement que ça s'est très bien fait. Ça a bien fonctionné. Globalement, les formations, les utilisateurs ont été très satisfaits en fait des retours. Voilà, donc c'est parti à ne pas négliger en fait. On a réinventé ça et ça s'est bien passé. Et puis quelques difficultés, c'est vraiment les phases de stabilisation recettes, donc qui étaient plus longues que prévu, mais ça c'est un peu inhérent à tout projet informatique parfois. Donc c'est vraiment des phases à pas négliger, à bien anticiper. Ce qui est intéressant, c'est aussi les phases pilotes, parce que sur un projet un produit qui est quand même assez complexe, le test grandeur nature en fait est le meilleur des tests. En fait, c'est là où on se rend compte qu'on a oublié en fait tel ou tel sujet, en fait, tel ou tel cas. Donc ça, c'était intéressant. Après, la difficulté, c'était de sortir en fait de cette phase de run à passer une phase de TMA, en fait, de sortir en fait de la production à la maintenance en fait du projet. Et après, dernier un peu conseil, c'est on a été très enthousiaste en fait par le projet. En 3 mois, on avait fait un MVP qui était très satisfaisant, et à ce moment-là en fait on s'est dit on va faire ça, on va faire la signature tout de suite, on va lancer même la signature tout de suite, et enfin on s'est un peu précipité. À ce moment-là il y a eu un peu d'estimations qui étaient un peu trop hâtives en fait. Du coup, il s'avérait que les premières estimations étaient totalement décalées par rapport à la réalité, donc on a brûlé un peu certaines étapes. Et parfois, effectivement, on a aussi développé en fait deux périmètres en même temps, en fait, sans avoir déployé encore en fait le produit à l'ensemble des agences. Donc ça, c'est un peu complexe à gérer et ça a pu générer quelques petits retards. Mais voilà, quelques petites difficultés, mais finalement, en fait, le projet dans son ensemble, c'est très bien passé. Oui, puis vous êtes dans des contextes un petit peu différents, dans le sens où, Fabien, vous aviez du coup les directions métiers et la DSI. Vous, finalement, Julien, est-ce que la DSI est intervenue ou finalement pas trop parce que c'était externalisé? Oh, la DSI, ils se sont braqués, hein, parce qu'on Ouais. a fait tout sans eux. Il fallait qu'on aille vite, sans montrer du doigt les DSI. Mais, on avait besoin d'aller vite, et en passant par la DSI, ça aurait forcément pris plus de temps. Donc, on l'a fait en autonomie. Et quand ils ont appris ça, bah, ils n'étaient pas très contents. Mais ils ont quand même été un petit peu sollicités, parce qu'on avait besoin, par exemple, d'intégrer des signatures mail, des choses comme ça. Donc, voilà, par rapport à tout ça, on a eu quelques échanges, mais on a fait, en tout cas sur les premiers essais et puis la première période, on s'est passé de la DSI. Et c'est vrai que pour compléter, c'est aussi ça que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'est qu'entre O2, où on voit bien qu'il y a un projet qui est sous contrôle technique, on va dire, si on peut l'appeler comme ça en tout cas, et qui a associé l'usage à sa mise en place, et chez en fait Intratone, où en fait ils sont partis dans l'usage, et en fait à un moment donné ils se sont dit attention, la DSI. Je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que, encore une fois, ce sont des projets qui touchent à tout le monde. C'est-à-dire que forcément il faut intégrer et le marketing et la vente et la DSI, parce que de toute façon à un moment donné ça va toucher un écosystème. Nous, je le vois sur Switcho, évidemment, on est une solution en mode SaaS, mais quoi qu'il arrive, on s'interface avec l'écosystème digital de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est forcément un sujet, donc faut le savoir le mettre au bon moment. Ça, après, c'est des décisions de direction, et c'est vrai que chez Intratone, votre directeur général a été très moteur, parce qu'il y avait une vraie volonté d'accélérer sur cette partie commerciale. Donc voilà, ça a été un choix de l'entreprise. Mais c'est vrai que de toute façon, pour moi, ce sont des projets collaboratifs par excellence, parce que tout s'interface. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ces retours. Je vous propose de passer aux questions posées dans la salle. Alors, une première question de Jean-Marie Gauthier qui vous demande, alors, comment avez-vous digitalisé la prospection commerciale? Comment vos équipes commerciales obtiennent le premier contact avec des prospects qui ne sont plus au bureau, mais en télétravail? Je vais répondre rapidement, parce que chez O2, en fait, du coup, on n'a pas travaillé sur cet aspect de prospection commerciale. Aujourd'hui, elle passe principalement en fait par le site internet. Du coup, nous, on a vraiment dématérialisé le rendez-vous commercial, la prospection ayant déjà eu lieu précédemment.
Alors, chez nous, on n'a pas travaillé non plus sur la dématérialisation de la prospection commerciale, enfin la digitalisation, parce que on a aujourd'hui un back-office et qu'il soit au siège de l'entreprise ou en home office, de toute façon, ils travaillent à distance et ils travaillent déjà en digital avec des outils de recherche de prescription de type Explore ou les choses comme ça sur lesquels on a des contacts et ensuite c'est de la prospection dure. Donc c'est à l'ancienne, je prends un annuaire et puis je vais chercher les contacts et puis les sites internet. Voilà, on a toute cette partie-là qui reste une prospection standardisée et on n'a pas fait d'évolution particulière dessus. D'ailleurs, s'il y a un atelier un jour là-dessus, moi je suis preneur, pourquoi pas. Hein. Il y en a un, le 19 janvier, je pense qu'elle va vous en parler, Marina, à la fin, mais on doit avoir un atelier justement sur toute l'approche en amont et digitalisation de la partie plutôt prospection et prise de rendez-vous. Donc, de mémoire, c'est le 19 janvier. À creuser le sujet, mais je pense que c'est effectivement, si ça vous intéresse, tout le monde, vous êtes les bienvenus. Alors, juste pour compléter sur cette partie-là, et tu me diras, Julien, si j'ai bien compris aussi, dans les équipes, il y a une personne, c'est vrai que c'était pas, vous ne travaillez pas sur de la génération de leads digitalisés. Par contre, il y a bien une personne qui, justement, suite à la mise en place de Switcho, s'est dit, finalement, est-ce que c'est pas aussi une façon de pouvoir tester, en fait, commencer à venir faire de la prospection pour avoir en fait une data actionnable, c'est-à-dire est-ce que mon prospect, lequel va être plus appétant, de façon à prioriser. Et on a eu une personne dans les équipes qui effectivement commence à regarder sous cet angle-là pour pouvoir en fait tester autre chose. Je te vois sourire, mais ouais. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure d'adhésion et la personne dont tu parles, c'est un ancien stagiaire en alternance qu'on a embauché. Donc c'est un jeune qui n'a pas du tout la même manière de faire du commerce. Et lui, il y a vu tout de suite un intérêt. C'est utiliser cet outil pour faire de la prospection et avoir l'information donc faire de la prospection par emailing hein, et de savoir quel client a ouvert le mail et de pouvoir l'appeler immédiatement au téléphone parce qu'il sait que ce client vient de prendre connaissance de son mail. Et rien que ça, et puis les informations qu'il envoyait avec plusieurs documents, savoir qu'il avait cliqué sur tel lien, etc. Donc, c'est en effet un monde très nouveau pour nous, mais qui est poussé par la jeunesse qui est rentrée. Donc, je pense qu'on y viendra rapidement et peut-être que le 19, on aura encore plus d'informations à ce sujet-là. Mais voilà, je pense que toutes les entreprises vont aller vers ce genre de choses. En attendant, il faut qu'on appréhende les choses petit à petit. Nous, on démarre depuis le mois de mars déjà, celle du commerce. Donc, la prospection, c'est un deuxième pas. Ok, alors… Juste un petit mot, un petit complément là sur O2 pour être totalement exhaustif sur les retombées attendues et notamment sur cet aspect prospection. Mais ça viendra plutôt à long terme. On a échangé sur le sujet. En fait, lors du projet, on a modélisé les données issues de la visite commerciale pour pouvoir les exploiter derrière et facilement les exploiter, notamment dans des modèles prédictifs ou encore de machine learning. Et en fait, derrière, les cas d'usage qu'on peut imaginer, c'est par exemple, dès la phase de réception d'un lead via le site ou via la plateforme de call center, de déterminer un pourcentage de chance de signer ce deal-là. Comme ça, chaque directeur d'agence est assez autonome pour prévoir habilement les tournées de ses commerciaux en fonction de la probabilité de remporter le deal. Par exemple, si on a une probabilité très très faible, peut-être plutôt envoyer un commercial confirmé plutôt qu'un commercial junior. Et donc, toute cette modélisation de données a été faite pour qu'on puisse exploiter tout ça après derrière dans un but de signer davantage de deals. À noter qu'aujourd'hui, en fait, on a très peu de données en fait sur qu'est-ce qu'on fait chez nos clients. Et effectivement, cette modélisation de données permet aussi de savoir en fait qu'est-ce que le client veut et d'analyser en fait, je sais pas, sur du ménage, qu'est-ce qu'on fait chez nos clients. Est-ce qu'on fait, je sais pas, la salle de bain ou plus souvent la cuisine. On n'a aucune information là-dessus, c'était inexploitable. Là, effectivement, avec cette modélisation de données, en fait, on peut savoir un peu plus précisément ce qu'il y a en fait, ce qu'on fait chez nos clients et pourquoi pas après derrière exploiter ces données, créer des nouvelles offres. Le marketing pourrait effectivement exploiter ces données pour justement, j'ai une question sur l'exploitation, la réflexion autour des données. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous capitalisez sur ces données? Est-ce que vous les valorisez? Comment?
Alors en tout cas pour nous, les données qu'on récupère, c'est de la donnée qui nous permet de faire du coaching, purement et simplement. La donnée client en tant que telle, on n'exploite pas tout ça pour l'instant. Peut-être un petit peu plus avec la jeunesse à travers la prospection, mais en tout cas dans l'acte commercial et dans le suivi commercial, pour nous, en ce qui nous concerne, ça reste uniquement des indicateurs. De notre côté, c'est un objectif mais qui n'est pas encore aujourd'hui exploité, mais en tout cas, c'est le but. On a travaillé, en tout cas, l'architecture a été conçue dans ce sens-là. Alors, en fait, je vais avoir plein de questions et plus de questions que de temps. Donc, on va avoir deux parties, je pense. On va enchaîner à un moment donné. Peut-être que je vais prendre encore une dernière question et ensuite, on enchaînera sur la partie networking. Soit, je dirais que les personnes dans le networking, vous avez la possibilité de retrouver et de poser vos questions, puisqu'il nous reste 2 fois 10 minutes pour échanger, justement. Donc, ça peut être le cas. Sinon, de toute façon, ce qu'on peut faire aussi, c'est transférer vos questions donc à Fabien et à Julien. Et si vous êtes d'accord, vous nous transmettez les réponses et on refera suivre en fait les réponses. Ce sera peut-être encore plus simple. Donc, je vous propose quand même de prendre une dernière question sur… alors, Yann qui pose la question de les commerciaux mutent vers des conseillers, nous dit Anne, comment relier via le digital le vendeur conseiller front office et l'expert technique en back office? Alors, nous, on a sur ce point-là, alors moi, je peux vous faire un retour d'expérience sur des secteurs d'activité qui sont liés typiquement à des produits financiers ou d'autres sociétés qui sont plus sur des produits techniques. En fait, les couches digitales que l'on met sont généralement accessibles aux deux parties, back et front, et en fait avec un niveau de granularité qui permet d'avoir des conseillers qui sont entre guillemets un petit peu généralistes, qui permettent d'avoir une présentation globale des offres et d'avoir les éléments qui permettent un premier niveau de réponse, qui sécurise en fait les équipes commerciales sur une granularité d'information qui est plus technique, sans pour autant prendre une posture de forcément ultra expert. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire croire que je suis expert dans un sujet où en fait je vais vite être à court parce que tout simplement je le maîtrise pas. Je parlais avec une grande institution, justement le président d'une grande institution financière il y a quelques jours, et c'était exactement le sujet. C'était en fait exactement ça, c'est-à-dire que c'était comment je fais pour faire cette mixité. Et la demande, c'était ce qu'on délivre nous aujourd'hui, c'est vraiment notre conviction, c'est que si en fait on sécurise la présentation avec des éléments qui sont suffisamment démocratiques pour présenter des offres même complexes, ça permet d'avoir un premier niveau de réponse qui permet derrière de faire le lien avec le back-office et donc de relayer. Donc relayer, et c'est aussi ce que vous faites, vous Julien, sur les relais entre l'assistant, enfin les différentes équipes commerciales, de relayer en fait derrière aux personnes qui sont éventuellement plus expertes sur certains sujets. Donc pour nous aujourd'hui, le digital, en fait, pour notre part, en tout cas, comme on est une couche de contenu avec l'ensemble des expertises, on les travaille avec ce qu'on appelle, nous, l'atomic content, c'est-à-dire qu'on vient vraiment le réduire à une version très simple. On essaie de le rendre simple et actionnable, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes briques. Et ça permet au vendeur de se prendre une posture de conseiller, d'actionner différentes briques. Et si on doit rentrer dans l'expertise, il a quelques éléments, mais sinon, il va pouvoir aussi s'appuyer sur d'autres personnes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Yann, mais c'est déjà un premier niveau de réponse que je peux donner pour ma part. Très bien. Écoutez, je vois Marina arriver. Je propose qu'on bascule du coup sur la partie networking. Oui, je voulais remercier nos pour tous ces témoignages qui étaient très intéressants. Je vais les faire redescendre du coup de scène pour qu'on retourne tous dans la salle. Juste pour vous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne. Donc, je vais vous faire descendre un par un et je vais partager mon écran. Hop. Voilà, je voulais juste vous partager mon écran pour que vous puissiez voir comment fonctionne l'outil. On va être
dans la salle. De la barre du bas, vous verrez, vous pourrez activer votre caméra et votre micro pour échanger avec les personnes qui sont assises à votre table avec vous. Vous pouvez vous déplacer librement de table en table. Il suffit juste de double-cliquer sur la table qui vous intéresse. Et pour repérer les personnes qui sont dans l'assistance, normalement, vous avez eu un petit peu de temps au début de l'événement pour compléter votre profil. Sinon, je vous invite à le faire maintenant. Juste mettre votre nom, votre prénom, puis peut-être votre fonction pour que les gens puissent savoir à qui ils s'adressent. Et maintenant, je vais tous vous renvoyer dans la salle pour 2 fois 10 minutes de networking. L'idée, c'est que vous vous installiez à une table, que vous vous présentiez un petit peu et que vous puissiez échanger sur vous avez un projet de digitalisation du parcours commercial. Au bout de 10 minutes, je vous enverrai une petite notification pour dire que le temps est fini et pour vous inviter à changer de table. Donc voilà, je vous laisse maintenant dans la salle et je vous ramènerai ici dans 20 minutes pour juste dire au revoir et un petit mot de conclusion. Merci, À tout à l'heure.